Bonjour, bienvenue pour ce premier webinaire RH de l'année organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition autour de recruter et manager autrement. Donc, je suis en compagnie d'Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie, comme d'habitude, mon acolyte. Bonjour, bonjour. Je suis moi-même chargée d'affaires emploi-formation sur le département du Rhône. Aurélie est sur le Cantal. On a des collègues sur toute la région. Et donc, on travaille pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est une association de développement économique qui accompagne les PME dans tous leurs projets de développement, d'innovation, d'internationalisation, de financement européen et d'emploi-formation. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ce webinaire. Donc, on a une responsable régionale, Sylvie Marquet, et puis on a des collègues dans chaque département au plus près des entreprises. Aujourd'hui, manager, recruter autrement, on a la chance d'accueillir 3 intervenants. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Il est encore temps de se souhaiter nos meilleurs vœux, j'ai oublié, pour cette nouvelle année, que vos projets se réalisent. Voilà, donc comme vous le savez, on est ensemble pour 1 heure, vos micros sont coupés, mais Aurélie est votre voix. Hein, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat. Voilà, donc moi je vais vous présenter nos 3 intervenants aujourd'hui autour de cette thématique. Donc Yann, toi, tu es fondateur de 13 RH. Tu es plutôt donc sur la partie innovation managériale. Tu œuvres pour la transformation des entreprises, notamment par l'intelligence collective, et tu souhaites développer des environnements plus apprenants. Voilà ce que j'ai un petit peu sur toi. Est-ce que ça correspond? Exactement, oui, je le souhaite et j'y travaille en tout cas. Effectivement, avec 13 RH, on s'attaque à une problématique qui est assez simple, c'est comment aider les entreprises à arrêter de subir les tensions de compétences. Donc ça passe par l'accompagnement des managers, mais si je résume en une phrase, c'est ça. Ouais. Comment aider les entreprises à arrêter de subir les tensions de compétences. On nous en dira plus tout à l'heure. Oui. Laurent, toi, tu es cofondateur de Je ne suis pas un CV. Tu es spécialiste de l'analyse des besoins en compétences. Tu aides donc les organisations à comprendre les impacts des différentes transitions. Et tu as aussi récemment lancé Je ne suis pas un handicap. Voilà, donc une démarche qui aide à passer du discours à l'action. Voilà, donc si tu veux nous en dire un mot, Laurent. Oui, merci Farida. Déjà, je ne savais pas que j'étais tout ça, donc je suis ravi d'entendre que j'ai toutes les compétences. Je ne suis pas un CV, c'est une approche qui vise à travailler sur 2 gros enjeux côté entreprise, à la fois les enjeux de recrutement et de marque employeur. Et notre idée, c'est de faire de la diversité, de l'égalité des chances un élément de différenciation de leur pratique RH, en considérant qu'aujourd'hui, dans un marché de l'emploi, qu'est-ce qu'il est et dont on parlera plus tard, c'est des éléments qui sont très structurants pour une entreprise. Et je ne suis pas en handicap, on accompagne aussi les entreprises par rapport au seul sujet qui est finalement réglementé dans les sujets de diversité et inclusion, qui est le sujet du handicap, avec ce seuil des 6%. Et la réalité, c'est que 69% des entreprises n'atteignent pas ce seuil légal, et notre rôle, nous, c'est de les accompagner à augmenter leur taux d'emploi en leur proposant une palette de solutions qui visent à la fois à travailler l'interne auprès de leurs collaborateurs pour faire en sorte que leurs collaborateurs se fassent connaître et reconnaître, et l'externe aussi en matière de recrutement. Voilà. Super. Enfin, Baptiste, donc toi, tu es président de EGI Recrutement Circulaire, militant du recrutement autrement, de l'innovation en recrutement, pour aussi développer effectivement une industrie plus inclusive et diversifiée en termes de talents, et puis privilégier aussi des reconversions, pourquoi pas audacieuses. Tout à fait, merci Farida. En effet, 3 ans qu'on a lancé l'entreprise à mission EGI et le mouvement du recrutement circulaire. On est là pour fédérer les employeurs entre eux dans un moment de marché dont on va parler aujourd'hui, où beaucoup de gens nous disent qu'il est difficile de recruter, et pour autant on a des candidats en face qui nous disent qu'il est assez laborieux et difficile de trouver un emploi. Donc à partir de ce constat, comment on arrive à faire travailler ensemble des employeurs pour essayer de faciliter les choses et d'avoir une approche plus d'intelligence collective qui plaira à Yann pour essayer d'agir ensemble et de faciliter le travail de chacun au bénéfice de l'emploi.
En tout cas, merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre appel. Donc, 3 temps prévus pour ce webinaire. On va aborder un peu les enjeux, compétences et métiers de demain. On verra un peu comment évoquer ce sujet. Un deuxième temps sur recruter, manager autrement. Et puis enfin, comment amorcer la transition. Donc, pour vous aider à anticiper, innover et vous accompagner dans cette démarche. Alors, on vous avait interrogé à l'inscription sur ce que représentait un peu compétences et métiers de demain pour vous. Et vous nous aviez livré un certain nombre de mots-clés qu'on vous livre autour d'un nuage de mots. Voilà, donc vous aviez parlé d'adaptation, d'intelligence artificielle, d'évolution, de formation, de vieillissement aussi. Il y avait un terme qui était ressorti, de soft skills, d'agilité. Voilà, donc on va commencer par prendre un petit peu ce sujet-là et par toi, Laurent, compétences et métiers de demain. Qu'est-ce que ça t'évoque? Surtout, quels sont un peu les enjeux actuels par rapport à cette thématique? Quand on en a parlé, l'idée c'était de se dire, finalement, on avait toujours une vision très instantanée de ce qu'est la réalité du marché de l'emploi. Il y a quelques années, on était dans une tendance qui était très ancrée, c'est la pénurie de candidatures, des grosses difficultés de recrutement pour les entreprises, et le recrutement, c'était le premier frein à la croissance des entreprises. Ça, c'était encore il y a 2-3 ans. Maintenant, on est dans un contexte un peu particulier, 2025, où à la fois parce que les dynamiques économiques ne sont pas forcément très, très favorables, et à la fois parce qu'on a une légère reprise du taux de chômage, elle est très très légère, mais on a l'impression que c'est beaucoup moins complexe pour les entreprises de recruter. Ce qui est intéressant de notre point de vue avec Baptiste et Yann, c'est de se projeter dans les tendances structurelles. Et en termes de tendances structurelles, il n'y a qu'une chose sur laquelle on peut miser avec certitude, c'est la démographie. Et la démographie, elle nous donne des indicateurs qui sont très clairs. C'est que jusqu'à 2030, il y a déjà 1 million de personnes qui va partir à la retraite par an, et on a une tendance qui est structurelle jusqu'à 2033 où toute la génération, notamment des baby boomers, va partir à la retraite, et ce qui fait que le nombre d'actifs va commencer à croître moins rapidement entre maintenant jusqu'à 2033 et voire même à baisser à partir de 2033. Donc, dans ce contexte démographique, ça impacte les organisations sur le marché de l'emploi. Et de mon point de vue, il y a 2 tendances qui sont très claires. C'est qu'on est dans un marché de l'emploi qui est à la fois structurellement en tension, c'est-à-dire que structurellement, même si en 2025, ça a été moins perçu de façon moins vivace qu'en 2022 ou 2021, structurellement, les entreprises vont avoir de plus en plus de mal à recruter. Et structurellement, le marché est orienté en faveur des candidats. Je crois qu'on est à peu près tous de la même génération. Moi, quand je suis rentré sur le marché de l'emploi, les entreprises avaient droit de vie ou de mort, pardon pour l'expression, mais sur nous, c'est-à-dire que l'entreprise avait seule la décision de nous accueillir dans son entreprise. Et quelque part, quand on allait en entretien, on allait sur des petits pas, en essayant de faire valoir notre candidature de la meilleure façon possible, parce qu'on savait que la décision leur revenait, et c'est ce qui est très différent en ce moment, c'est que dans un marché de l'emploi qui est structurellement en tension, les candidats ont leur mot à dire. Et les candidats, aujourd'hui, comme les collaborateurs, préfèrent travailler dans une entreprise qui est innovante et engagée que travailler tout court. Et ça va être une vraie tendance qui va impacter les organisations, c'est que les candidats ou leurs collaborateurs ont le choix, et du coup, ça nécessite quand même de pouvoir faire évoluer à la fois l'organisation du travail, à la fois aussi le contexte qu'on propose à ses collaborateurs, et prendre en considération qu'on n'est plus dans une tendance qui est aussi favorable qu'elle ne l'était pour les entreprises. Je sais que, peut-être pour éviter de faire un long monologue, je sais que Baptiste… Non, mais si vous voulez, ouais, si Baptiste, tu veux compléter, Yann aussi. Oui, en effet, on parle souvent démographie quand on parle d'emploi, parce qu'il faut évidemment se projeter sur la suite. Pour rappel, tout le monde voit ou a en tête un petit peu la structure de la pyramide des âges, mais je viens de revérifier. On a plus de personnes aujourd'hui qui ont 79 ans que de personnes qui ont 1 an. Il y en a 6 000 de plus. Donc ça veut dire à quel point notre pays est vieillissant, etc. Et on sait d'ailleurs que dans certaines typologies d'activité, et notamment l'industrie forte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on estime qu'il y a 1/3 des effectifs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années.
Et pour compléter le propos de Laurent, on a quelque chose sur l'entrée du marché du travail qui est en train d'évoluer. Évidemment, il y a moins de monde parce que la démographie fait que d'année en année, on a de moins en moins de jeunes. Donc, on a quand même perdu 25% de naissances en 10 ans sur les 10 dernières années. C'est 200 000 personnes par an. Et en plus de ça, on voit aussi un peu d'évolution dans les formations, donc les sorties post-formation, notamment les formations post-bac, elles évoluent beaucoup, elles sont en transition très très forte. Et on a un sujet sur la durée de compétences, avec l'IA était un sujet, la durée de compétences moyenne, elle se réduit fortement, et donc ça oblige aussi les organismes de formation à pas mal se réinventer. Donc, on sait que dans les prochaines années, le marché des actifs, il va se paupériser à l'entrée parce qu'il y aura moins de monde et potentiellement parce que les méthodes de formation ne vont pas exactement répondre aux besoins des entreprises comme elles le faisaient dans les 10 dernières années. Donc, structurellement, on a un enjeu très fort et très marqué sur les nouveaux entrants dans ce marché-là qui vont arriver et puis savoir aussi accompagner potentiellement les sortants du marché du travail. Ouais. Et pour compléter, pas pour vous accabler de chiffres, mais je trouve toujours que quand on pose le débat, les chiffres, ça factualise les choses. J'aime bien quand les choses sont factuelles. Il y a jusqu'en 2014, la population en âge de travailler, c'était plus de 100 000 par an, jusqu'en 2014. Depuis 2014, on est à plus 100 000 par an. Et donc, ça revient à dire que, et comme le disait Laurent, d'ici 2033, ça va se réduire pour arriver probablement, c'est une hypothèse, on va dire, mesurée, à un plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage autour de 5%, dans 7 ans, 7-8 ans. Voilà. Donc ça, c'est factuel, c'est chiffré, et ça ne pourra pas bouger pour les raisons que Baptiste a évoquées, la démographie en France, les départs à la retraite, etc. etc. Donc ça, c'est très factuel, c'est très documenté. Et je crois que Farida, tu feras passer le document qui donne tout ça au présent. Voilà, pour compléter. Oui, un certain nombre d'études qui le montrent et on vous les mettra en lien quand on vous enverra les informations, comme d'habitude, à la suite des webinaires. Et il y avait un autre chiffre que je trouve très parlant, c'est qu'en 2024, il y a eu 2 millions de démissions. 2 millions de démissions, alors qu'on est dans un contexte que Laurent soulignait, où ce n'était pas facile économiquement, légère reprise du chômage, on aurait pu penser que les gens s'accrochaient à leur siège. C'est souvent comme ça que ça se passe dans le monde du travail. Hein. Quand la dynamique elle est moins positive économique, les gens démissionnent moins. Et là, pas du tout. Malgré le contexte, on est quand même à 1 sur 7 salariés qui a démissionné. Donc, vous voyez que même en situation aujourd'hui de crise, les gens démissionnent. Et pour paraphraser ce que disait Laurent, les gens ne cherchent pas un travail, ils cherchent un travail où ils peuvent s'épanouir avec de la diversité, de l'engagement, etc. Oui, ça fait résonance avec la valeur travail, les attentes aussi, les attentes des candidats et des salariés finalement qui peuvent se rejoindre sur des nouvelles aspirations. Justement, quand on dit… Oui, dernier mot sur ce point, pardon. J'en profite, il reste du temps sur cette partie. En préparant ce webinaire, on nous avait dit est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à la question comment prévoir les compétences de demain? Et on s'est tous dit un peu dans ce contexte, on ne peut pas. C'est-à-dire que si on nous demande quelles seront les compétences de 2036, je pense qu'on voit, si on nous avait posé cette question en 2016, à quel point on serait trompé. Avec l'arrivée de l'IA, etc. En 2016, elle n'était quasiment pas là. Et donc, on est aussi dans ce contexte on vient de le dire, de démographie, etc., mais aussi quelque part d'imprévisibilité à moyen terme. On ne sait pas quelles seront les compétences nécessaires, on ne sait pas à quel point l'IA aura fait des choses, à quel point la robotique, même sur des métiers où on se dit les métiers manuels, les métiers des dents, les métiers dans les hôpitaux, etc., on en a besoin, est-ce qu'il y aura une partie faite par des robots? On ne le sait pas. À 10 ans, on est incapable de le prévoir. Et donc, c'est aussi la question de la formation. Qui on forme, à quelle époque, à quelle échéance, etc. Donc, on voit en tout cas que structurellement, tout est en train de se transformer à une vitesse quasi inconnue. Et comme le disait Yann, si on arrive à 5% de taux de chômage, ça serait une très bonne nouvelle pour la société. Mais c'est un taux qu'on n'a pas connu depuis des décennies et des décennies. Et donc, on voit que les employeurs vont devoir complètement réadapter leur structure à cette nouvelle donne qui est pour l'instant inconnue. Et c'est vrai, comme le disait Laurent, on est un peu dans une gestion au quotidien. J'ai des besoins demain et donc je recrute. On a un petit épiphénomène cette année où il y a un afflux de candidatures hallucinantes et donc ça peut paraître plus simple de recruter. Mais voilà, en préparant ce webinaire, on s'est vraiment dit qu'il fallait anticiper la transition pour demain parce que le contexte va rebouger
assez vite, dans un sens sans doute contraire. Ce qui rejoint aussi tous ces sujets, c'est le sujet de la compétence, pas forcément technique, mais vous aviez parlé aussi d'apprendre à apprendre. Voilà, quand on dit recruter et manager autrement, enfin, concrètement, comment on peut l'illustrer ça? Justement, on parlait du recrutement circulaire. Est-ce que ça peut être une solution pour répondre aux enjeux, Baptiste? J'espère. Ouais. On s'est lancé dedans récemment, donc je l'espère. Toujours pour recontextualiser avec des chiffres, on est quand même sur des notions extrêmement volumiques. Alors, on va vous donner les chiffres 2024, parce que les chiffres 2025 sont juste en train de sortir, on n'est pas encore tous à jour, mais c'était 4,5 millions de CDI en France, 21 millions de CDD. Donc, on est sur des volumes énormissimes. On a quasiment toujours 1 million d'annonces en ligne live. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 1 million de postes ouverts officiellement en ligne. Et en fait, on a des afflux de candidatures qui sont énormissimes, et c'est le chiffre qu'on partage le plus souvent avec Yann Laurent, c'est aujourd'hui, on est quasiment à 98% de candidatures qui sont rejetées dans un processus. Un candidat qui postule, il a 98% de chances de ne pas être pris. Forcément, ça interroge sur pourquoi postuler, comment postuler, quel degré d'implication je mets dans ma candidature, parce que la réalité, c'est que je sais que ma plus grande chance quand je postule, c'est de ne pas avoir de réponse ou un mail automatique qui dit que si je n'ai pas de retour dans les 3 semaines, c'est que ma candidature n'a pas été retenue. Et donc, tout ça a changé aussi l'attitude des candidats par rapport à leur recherche d'emploi. C'est sur ce point, nous, qu'on a lancé cette initiative du recrutement circulaire. Pour l'expliquer en 2 mots, on a 1 million de process qui sont menés aujourd'hui en parallèle. On dit non à 98% des gens. Et pourtant, il y a des recruteurs qui travaillent pour identifier les meilleures compétences possibles pour un métier donné, sur un territoire donné, à un moment donné, dans des conditions données. On se rend compte qu'en fait, cette information, elle peut être très précieuse pour un autre employeur au même endroit qui cherche à peu près le même poste, à peu près dans les mêmes conditions. Et en fait, on fait circuler cette information. On crée quelque part une filière de revalorisation des candidatures. Et donc, si on prend des exemples concrets dans la région, c'est comment demain, on va aller travailler avec le pôle Polivia pour les métiers de la plasturgie et se dire l'ensemble des employeurs de la plasturgie, ils ont des besoins de compétences qui peuvent être communs. Certains identifient, mais ne vont pas pouvoir les prendre pour des raisons X ou Y. Capte cette information parce qu'on sait qu'on a des chercheurs d'emploi en recherche active sur ces métiers, dans cette zone, en ce moment même. Et donc, c'est une information qui va pouvoir être redonnée, entre guillemets, au compte-gouttes et de manière pertinente à d'autres employeurs du territoire. Mais en tout cas, ce qu'on imagine, c'est qu'il va falloir faire autrement et qu'il faut déjà faire autrement aussi en termes d'expérience candidat, parce que cette attitude des candidats de devoir postuler massivement, elle est aussi décriée et de manière compréhensive par des recruteurs qui nous disent j'ai régulièrement 500, 1000. On a eu un post LinkedIn qui nous disait 10 196 candidatures en une semaine sur un poste. Comment je gère? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux faire le bon choix? Comment je peux bien traiter les candidats? Ça devient impossible. Et on a eu peut-être… En plus, Baptiste, je peux me permettre de t'interrompre, c'est satisfaisant pour personne, en fait. Ni pour les entreprises, ni pour les candidats, en fait. Personne. Et c'est une tendance qui, ces derniers mois, dans le contexte qu'on a évoqué, s'est un peu accélérée. Et donc, comment faire vivre une expérience différente tout en s'assurant de rester pertinent dans ce qu'on fait? Et quelque part, alors pour être concret, 98% dans des grands groupes, ça veut dire 1 million de candidatures pour 20 000 postes. C'est 980 000 noms. On était avec un DRH d'une banque la semaine dernière, 3 900 postes, 600 000 candidats. C'est ça la réalité de ce 98%. C'est des centaines de milliers de personnes par an à qui on ne dit rien ou non. Et donc, comment le dire correctement, etc. Parce que ça a aussi des impacts sur la recherche d'emploi. Quand vous postulez 20 fois et que vous n'avez pas de réponse, au bout d'un moment, vous pensez que vous n'êtes plus apte à trouver un emploi. Donc, il y a beaucoup de questions et de sujets, et ce n'est pas intéressant, et c'est coûteux pour les entreprises de traiter ça. Et ça peut aussi détériorer des aspects de marque employeur, etc. Donc, il y a une vraie question à se poser quelque part sur comment réduire, changer un petit peu ce qui s'est fait sur l'attractivité. Les entreprises ont beaucoup dit on veut être attractif. Et en fait, on a un peu dit à tout le monde venez travailler chez nous. Et maintenant, on leur dit oui, mais pas vous. Donc, on s'aperçoit qu'on est allé peut-être un peu trop loin dans ce curseur et qu'aujourd'hui, l'enjeu est de remettre de la pertinence, du ciblage pour s'assurer d'être attractif au sens de sélectif. Si je peux me permettre de rebondir sur ton exemple, Baptiste, là, le 10 000 candidatures sur un poste, c'est ça, 10 196 96. Voilà, 196.
je crois que ça pointe aussi du doigt une problématique et quelque part l'irresponsabilité du recruteur qui ne ferme pas son offre et qui fait arriver 10 000 candidatures. Ça me semble complètement lunaire qu'un recruteur arrive à 100, 120 candidatures et il ne ferme pas son offre pour l'étudier. Et ça me renvoie à un chiffre qu'on a souvent partagé aussi avec Laurent, c'est que 70% des managers recruteurs ne sont pas formés au recrutement. Donc, ils sont encore sur des vieilles méthodes, des vieilles recettes. Et quelqu'un d'un peu formé, arrête, coupe son offre, la met en pause, étudie ses candidatures sereinement, quitte à le relancer. Parce que ça pointe aussi du doigt aujourd'hui les plateformes qui vous incitent à beaucoup postuler. Je fais une petite digression, mais voilà, quand vous êtes sur une DIT, que vous postulez à une offre, ça vous dit si vous avez aimé cette offre, peut-être serez-vous intéressé par ces 12 autres offres-là, et en un clic, voilà, la postulation, elle est faite. Donc, ce qui alimente tout le constat que tu viens de faire, Baptiste. Peut-être pour reboucler aussi sur le sujet du recruter autrement, qu'est-ce que ça veut dire recruter autrement dans les faits? Je crois qu'on est passé d'un modèle qui est très différent parce que moi, mes parents, ils ont peut-être eu 2 à 3 expériences professionnelles dans leur vie. Mes enfants, ils en ont peut-être 15 ou 20. Et du coup, ça interroge sur le processus de recrutement. La tradition jusque-là, c'était de faire du plug and play. Et c'est ce que nous, on dénonce sur ce Je ne suis pas en CV, c'est passer d'une approche plug and play à une approche par compétence. Plug and play, ça veut dire quoi? C'est dans un principe de réassurance. Je vais chercher quelqu'un qui a déjà fait le métier pour lequel je recrute parce que je pense que ça va faire l'affaire. Est-ce que ça fonctionne? Oui et non. Oui, dans les faits, j'arrive à le recruter et on le voit à travers les exemples de Baptiste et Diane. Vu la volumétrie de candidatures, ça fait aucun doute. Tout le monde va arriver à recruter, alors peut-être moins dans des métiers très pénuriques dans l'industrie notamment, sur lesquels il peut y avoir beaucoup moins de candidatures. Donc évidemment, à chaque générique, il y a des exceptions, mais globalement, les entreprises arrivent à recruter. Est-ce que ça fait des recrutements réussis? Ça, c'est quelque chose qui est, sur lequel il faut aussi s'interroger. 2 indicateurs, encore une fois, le taux de rupture de période d'essai. Il est en augmentation extrêmement significative. Il était de l'ordre de 12,5-13% il y a quelques années, il a grimpé au-dessus de 20%. Il y a 20% des recrutements qui font l'objet d'une rupture de période d'essai pendant sa période initiale. Alors, soit à l'initiative du candidat, soit à l'initiative de l'entreprise, mais à partir du moment où il y a une rupture de période d'essai, ça interroge sur est-ce que le recrutement a été réussi. Autre indicateur, il y a 1 personne sur 2 qui n'est plus dans l'entreprise, un collaborateur sur 2 qui a été recruté, qui n'est plus dans l'entreprise 18 mois après sa prise de poste. Donc, est-ce que cette méthode ancestrale qui est le plug and play fonctionne en matière de recrutement? Oui, indiscutablement, à court terme, vous arrivez à trouver des gens. Est-ce que c'est des gens qui s'inscrivent durablement dans vos organisations? A priori, non. De façon structurelle, de toutes les façons, personne ne va faire sa vie dans vos organisations. Donc, l'idée, c'est pas de faire un recrutement pour quelqu'un qui reste 25 ans chez vous. Mais est-ce que rester 3 mois ou 18 mois, c'est une période suffisante? Donc, dans le recruter autrement, au travers des exemples de Baptiste et Yann, il y a plusieurs choses qui sont dites. C'est est-ce que le mécanisme qui consiste à diffuser des offres pour avoir des milliers de candidats est un mécanisme qui doit perdurer, ou est-ce que l'approche du recrutement circulaire et essayer de se faire des passes entre organisations est peut-être pas plus vertueuse? Est-ce que le CV sur lequel vous allez passer 7 secondes pour regarder des gens qui ont déjà l'expérience de vos métiers en vous disant que ça va faire des recrutements réussis, est-ce que c'est pas un process qui est à interroger? Et est-ce que vos meilleurs recrues, vous les avez pas non plus à l'intérieur de l'entreprise? Et du coup, on va toucher le sujet du management qu'on va aborder plus en détail avec Yann par la suite. Ouais, c'est exactement ce qu'on se disait quelque part en préparant le rendez-vous. Notre constat, à nous qui regardons les choses peut-être un peu différemment du marché, c'est quelque part la dernière des solutions à activer sur un recrutement, c'est de publier une annonce. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a tout un ensemble de questions à se poser, l'interne, la sollicitation du réseau. Il y a plein d'activations potentielles et l'annonce, c'est quelque part le dernier levier parce qu'on n'a pas trouvé autrement. Aujourd'hui, c'est quasiment pavlovien, c'est un processus et un marché évidemment derrière. Mais si vous avez un besoin, évidemment, vous allez publier une annonce et du coup, vous allez faire face à cet afflux de candidats. Et donc, en effet, ça a beaucoup entraîné ces derniers temps ce comportement de se dire il a fait ça chez mon concurrent, il maîtrise parfaitement, on va le prendre. Dans les approches par compétences, on s'aperçoit que souvent les gens qui veulent changer de métier, c'est aussi parce que ce métier, il a quelque chose
Ça peut être pour des critères très logistiques, s'il veut se rapprocher de chez lui, etc. Ça peut marcher. Et évidemment, ça va correspondre à un ensemble de besoins. Mais si vous faites un métier depuis X années et qu'on vous propose de faire exactement le même, mais dans un autre cadre, soit il faut vous proposer un cadre managérial complètement différent qui permet un épanouissement, soit c'est que ce métier-là, vous aviez une certaine lassitude à le faire et donc ce n'est pas forcément la meilleure personne qui va se déplacer pour faire un copier-coller. Et pour reprendre ce que disait Laurent sur l'approche par compétences, voilà, il faut tester, je ne suis pas un CV pour se rendre compte de ces approches-là, mais c'est aujourd'hui, moi je prends toujours ce même exemple, mais il est assez parlant, c'est comment des ateliers, des hautes maroquineries dans le luxe peuvent aller chercher des gens qui sont formés à la haute pâtisserie en se disant les compétences réelles, c'est la capacité de faire du travail manuel avec précision, minutie et volonté de faire de l'excellence. Et vu que j'ai plus assez de gens qui ont fait de la couture, où est-ce que je peux trouver ça? C'est des gens qui vont appliquer les mêmes gestes dans d'autres typologies de métiers. Et donc, on a des groupes comme Hermès ou LVMH qui vont parfois faire la sortie de l'école Ferrandi, qui est une école de haute gastronomie-pâtisserie, pour se dire, je peux finalement, les gestes que vous avez appris, vous pouvez aussi les faire chez moi, d'une autre manière. On a la même chose beaucoup dans les métiers de la vente. On voit beaucoup des transitions entre les métiers du commerce classique, retail et les métiers bancaires, etc. Et donc, ce n'est pas l'expérience en banque qui va compter, c'est l'expérience d'avoir le sourire avec le client, de vouloir l'aider, de vouloir l'accompagner, d'avoir la capacité d'expliquer un produit, etc. etc. Donc, c'est aussi très, très important, je pense, de basculer dans cette approche et de savoir transcrire un besoin de compétences. Pour faire le lien, ce que j'aime bien dans les deux services que propose Je ne suis pas un CV Huggy, c'est que c'est extrêmement complémentaire. On a Je ne suis pas un CV qui agit à l'entrée, qui casse les biais du CV, qui casse les biais du handicap. Puis quelque part, on a Huggy qui agit dans la durée. Ce que Baptiste dit, c'est ne pas perdre les talents. Et un des messages, moi, que j'aime beaucoup partager avec les managers recruteurs, c'est que le futur, il ne se recrute pas, voilà, il se révèle. C'est-à-dire que les compétences de demain ou les compétences dont j'ai besoin, elles ne sont pas absentes. Elles sont juste invisibles. Avec Laurent, on a souvent partagé avec ça, on ne croit pas à la pénurie de talents. Quand on sait qu'il y a à peu près 30 millions d'actifs en France et que 50% déclarent vouloir changer de métier, ça veut dire que la France a potentiellement 15 millions de personnes avec énormément de talents, de compétences qu'il faut révéler, qu'il faut regarder autrement et comme le dit Baptiste, qu'il faut savoir transférer d'un endroit à l'autre. Donc la France, potentiellement à l'instant T, c'est 15 millions de personnes qui veulent faire autre chose et qu'il faut regarder autrement. C'était pour faire le lien entre mes deux confrères. Très bien. Et puis ça répond aussi au sujet des soft skills que tu as abordé, Baptiste, parce que souvent on ne sait pas ce que c'est, enfin voilà, et les transpositions de compétences, etc. Vas-y, je t'en prie, tu voulais ajouter quelque chose. Parmi les gens qui nous écoutent, on a peut-être des gens qui cherchent des soudeurs nucléaires dans une vallée alpine. Donc, on sait qu'au quotidien, c'est potentiellement difficile d'entendre ces messages parce que vous vous dites qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de candidature. Souvent, il y a des candidatures, mais pas pertinentes. Et c'est un de tout l'enjeu de cette approche volumique. Donc, ce qu'on dit, évidemment, c'est une échelle très macro. On sait que ça peut révéler des difficultés très localement parce que l'emploi, il est aussi local et donc il y a des bassins d'emploi, les zones rurales avec des difficultés d'accès, etc., où il y a des difficultés. Et donc, ce qu'on veut dire, je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur ce sujet, c'est qu'il y a la capacité d'aller trouver des talents, de les transférer et géographiquement et en termes de compétences. Après tout ça, et c'est ce qui est dur dans le marché, c'est forcément que ça va prendre un peu de temps. Du temps potentiel de formation, du temps de changement de management et d'approche des recruteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, si on a un brief de recrutement en interne, la petite blague que tout le monde aime bien faire, c'est que c'était pour hier parce qu'on vient d'apprendre qu'on a des commandes supplémentaires, parce qu'on a quelqu'un qui va partir ou quelqu'un qui va être transféré. Donc, c'est sûr qu'il faut apprendre à gérer cette urgence du quotidien avec ce besoin de transformation qui va avoir lieu. Donc forcément, c'est à nouveau cette question, comme on le disait dans la première partie, d'anticiper au maximum la façon d'agir. Oui, je te rejoins, Baptiste. C'est vrai que le manager opérationnel
dans la vallée alpine qui a un besoin immédiat, c'est sûr qu'il y a des messages qui peuvent lui paraître parfois inaudibles, ou effectivement certaines personnes qui nous regardent peuvent se dire ils sont complètement hors sol, mais je ne crois pas du tout. Je crois aujourd'hui qu'on est dans un point de bascule assez fort, qu'on veut recruter les compétences de demain, mais on veut le faire avec les outils d'hier. Et ça ne marche pas. Donc effectivement, ça va prendre un peu de temps. Mais en même temps, il va falloir que ça aille très vite, parce qu'on parle de plein emploi à horizon 7 ans peut-être. C'est aujourd'hui que ça joue, hein, très clairement. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui pour transformer les postures du manager recruteur, pour transformer le rapport à la formation, comme le disait Baptiste. Alors, je parle de la formation, on va dire des écoles, hein, écoles d'ingénieurs, etc. Mais aussi et surtout, c'est comment on fait grandir et on adapte les compétences en interne avec du mentorat, avec du compagnonnage. Donc voilà, Donc, je rejoins Baptiste, ça peut paraître hors sol, mais ça, je crois que ça ne l'est pas du tout. L'objectif là, c'est bien de dire le problème, il est là aujourd'hui et il va s'accentuer. Donc, il faut agir aujourd'hui pour demain. Et il faut changer les postures d'hier, parce que ce n'est pas avec les postures d'hier qu'on arrivera à régler les problèmes de demain, de mon point de vue. Mais ce que tu disais aussi, Yann, c'était de partager le processus de recrutement, parce que bon, c'est pour hier, qui est associé au processus de recrutement, quelle est la compétence par rapport à ce recrutement, et donc ça fait appel aussi à un processus de recrutement partagé. Oui, et là, je redonne la stat, hein, 70% des managers recruteurs qui ne sont pas formés au recrutement, ce qui, au passage, je crois qu'en entreprise, c'est la seule fonction, la seule tâche qu'on peut se permettre d'attribuer à tout le monde, quand bien même personne n'en a la compétence. Ça ne viendra à personne de déléguer, par exemple, un achat stratégique à un acheteur qui n'est pas acheteur, qui n'a pas été formé aux achats. Ça ne viendra à personne l'idée dans une entreprise de dire à un commercial qui n'est pas formé d'aller négocier tel et tel contrat. Pour autant, dans toutes les entreprises, ça ne dérange personne de confier le recrutement dont on dit qu'il est stratégique, qu'il est compliqué, complexe, etc., à des gens qui n'ont pas été formés. C'est-à-dire que ces mêmes managers que je forme depuis 20 ans, ils ne voient pas les candidats pour ce qu'ils peuvent faire, pour à nouveau paraphraser Laurent. Ils se contentent de se regarder leur passé, de regarder ce qu'ils ont fait hier, avant-hier, et en se disant on doit mouiller, ça va passer, ça va le faire. Et puis 18 mois après, ils ne sont plus dans l'entreprise, pour reprendre le chiffre de Laurent. Donc oui, évidemment que l'accompagnement des managers recruteurs à bien faire ce job et à le faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut aussi se mettre dans la peau des candidats. Les candidats d'il y a 15 ans, ce n'est pas les candidats d'aujourd'hui. Pour plein de raisons, sans tomber dans le c'était mieux avant ou dans les jeunes d'aujourd'hui veulent pas bosser, et je déteste ça, ça me met rapidement hors de moi, donc je ne vais pas me mettre hors de moi. Mais si le manager il n'est pas apte à voir la réalité dans son recrutement, de comprendre ce que c'est qu'un soft skill, mais dans 99% des cas, quand je fais une formation au recrutement et que je pose la question au manager, définissez-moi ce que c'est qu'une compétence, ils ne savent pas répondre, ils ne savent pas. Voilà, ils recrutent des compétences sans savoir eux-mêmes dire ce que ça veut dire être compétent. C'est vrai qu'il faut recruter, il faut changer de posture sur ce recrutement et aller dans ce que Baptiste et Laurent proposent, du recrutement sans CV, du révéler des compétences, de les voir autrement et de les flécher autrement. Travailler sur la cartographie aussi de ses compétences en interne pour pouvoir les potentielles évolutions. Justement, alors, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour aider l'entreprise à changer? Comment on fait pour manager cette transition? Et Yann, Laurent, tu voulais peut-être intervenir, je ne sais pas. Non sinon, je vais péter ta transition, Farida. Donc là, j'étais plutôt parti pour le faire, mais je trouvais que ça direct. Non, mais parce que on parle beaucoup de compétences et en fait, quand on a préparé ce webinaire, on s'est tous accordés sur un sujet, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal, on fait pas de la futurologie et dites-nous quelles sont les compétences et les métiers de demain. C'est tous les trois un concept qui nous semble être absurde. Donc une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve que ce que ça pointe derrière aussi et dont on a finalement peu parlé, c'est le concept de marque employeur qui, pour le coup, et prend un essor qui est fondamental et indépendamment des sujets de recrutement, à la fois une solution comme le recrutement circulaire proposé par Guy, à la fois une solution comme je ne suis pas un CV, ce sont des éléments clés pour travailler sa marque employeur. Sa marque employeur, c'est de faire, et j'imagine qu'il y a parmi les participants bon nombre de gens qui sont dans l'industrie, on sait qu'il y a quand même un phénomène très fort côté candidat, c'est que le marché de l'emploi, il est incompréhensible. Donc, notamment quand on est dans l'industrie, c'est-à-dire que pour comprendre le nom des métiers, comprendre ce qui se cache derrière, donc ça génère des phénomènes d'autocensure qui sont extrêmement importants.
Donc, travailler sa marque employeur, à la fois pour travailler son positionnement, mais surtout aussi travailler l'attractivité de ses métiers. Dans l'industrie, nous, on a beaucoup travaillé le sujet de la féminisation des métiers. Il y a des métiers qui sont supposés être très genrés ou qui ont des particularités qui font qu'ils échappent à une frange importante de la population. Et quand on a des métiers sur lesquels on a 90% de public masculin ou à l'inverse de public féminin, il y a une vraie capacité aussi à pouvoir élargir l'assiette pour répondre à des enjeux de recrutement. Et se élargir l'assiette, c'est forcément travailler sa marque employeur. Donc, j'avais prévu de absolument pas de casser ta transition et pourtant c'est exactement ce que je viens de faire, mais du coup ça n'a plus rien à voir avec ce que tu suggérais de partager avec Yann. Non, aucun problème. Non. L'idée, c'est aussi d'apporter des solutions aux participants qui nous écoutent. Et puis, de toute façon, le webinaire sera disponible en replay. Donc, c'est important en termes de ressources, si les personnes n'ont pas pu participer ce matin. Et l'idée, c'est aussi de ne pas rester sur ces constats et de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça ma transition, Yann. Oui, c'était une transition, mais je l'ai toujours en tête, donc il n'y a pas de sujet. Et la question qui se pose, c'est finalement les tensions de compétences. On a beau faire ce qu'on veut, elles vont s'imposer à nous. Donc, comment on arrête de subir finalement les transformations des métiers? Comment on passe moins de temps à faire de la futurologie et qu'on se dit, bon, il va falloir s'adapter au jour le jour. Il y a quelque chose de très culturel, je trouve, c'est qu'en France, mais dans beaucoup d'autres pays européens, on a du mal avec ce qui n'est pas prévisible. On aime prévoir, on aime faire des prévisions, on aime les prévisionnistes. Parce que prédire, ça rassure le cerveau. Le cerveau humain, il a peur de l'inconnu. Voilà, il n'arrive pas à gérer cette peur de l'inconnu. En revanche, si on part dans la pensée bouddhique, je ne veux pas aller jusque-là, mais eux, ils sont plutôt dans une pensée d'impermanence. C'est-à-dire qu'ils vivent au jour le jour. Traditionnellement, ils sont élevés pour dire, de toute manière, chaque jour va être différent du jour d'après. Donc, on ne va pas essayer de le prévoir, mais on va essayer de nous changer nos postures en nous adaptant à ce changement qui est, c'est depuis que la Terre est Terre, en fait. Donc ça, c'est compliqué pour notre culture, déjà, il faut le savoir. Pour moi, de mon point de vue, et c'est un parti pris, manager et recruter par les compétences, et plutôt recruter et manager par les compétences, ce que font Baptiste et Laurent, finalement, c'est mettre le focus sur les compétences. C'est la clé de demain. Voilà. Et peu de managers sont formés à manager par les compétences. Ils sont formés à manager la performance, c'est-à-dire le combien des KPI, du chiffre d'affaires, etc. Mais on les forme peu à dire, pour atteindre de la performance, il faut que tu mélanges finalement trois choses: de la compétence, donc de la capacité à faire, que tu vas associer à de la motivation, c'est-à-dire de l'envie de faire, et tout ça dans un environnement qui va être agréable pour ton collaborateur. Donc, si tu arrives à créer les conditions où peuvent s'exprimer des compétences et de l'envie, alors tu vas créer de la performance. Et ça, c'est vraiment, de mon point de vue, un changement de paradigme. C'est arrêter de flécher la formation et l'accompagnement des managers sur cette notion de performance, mais pour flécher son attention sur qu'est-ce qui crée les conditions de la performance. Et malgré tout, et j'avais dit à Farida que je lui ferais passer, et je te le ferai passer, l'enquête de l'Inspection générale des affaires sociales, qui a mené une grande enquête sur le management en France, et sans surprise, qu'est-ce qu'elle dit? Que nous sommes un peu les mauvais élèves de l'Europe en termes de management, parce que le management à la française, c'est le management du chef, de l'autorité quelque part, mais de la mauvaise autorité. Autoritaire en latin, ça veut dire faire grandir et pas sanctionner. Donc voilà, on est quand même encore dans cette vision du chef, celui qui prend les décisions et ensuite on est sur un management très descendant. Voilà. Et donc, pour moi, une des clés déjà, c'est de changer complètement cette posture et de manager par les performances, le lapsus, de manager par les compétences, mais aussi donc de recruter par les compétences. C'est qu'en France, on recrute beaucoup sur le profil. Il me faut un ingénieur INSA qui a fait 10 ans dans l'industrie nucléaire. Oui, mais cet ingénieur INSA, s'il a déjà fait 10 ans dans l'industrie nucléaire, s'il change aujourd'hui de job, c'est sûrement pour faire quelque chose de différent. Pas forcément une reconversion à 180, mais peut-être un petit 80 degrés d'angle. Et donc, il va falloir accepter que cette personne, elle ne sera pas, comme le disait Laurent, plug and play, mais qu'il va falloir révéler ses compétences et les faire grandir. Et ça, c'est de la responsabilité du manager. Pour moi, le manager est au cœur de tout, vraiment. Plus que les RH, c'est le premier relais RH de tout ce qu'on se dit. C'est au manager de recruter des compétences, de les révéler, de les faire grandir. Et ces compétences aussi, comme le disait Baptiste, je crois qu'on a perdu en France quelque chose qui est le lien avec nos compétences, on les a déjà en interne.
Et Baptiste le disait justement, le premier réflexe en France quand on a un besoin, quand un poste s'ouvre, c'est de passer une offre. Non, regardons qui nous avons en interne. Remettons au goût du jour, mettons au goût du jour l'impérieuse nécessité de la mobilité interne, d'écouter les collaborateurs qui en interne ont déjà 5, 7, 8, 10 ans. Parce que c'est aussi, et pour rejoindre la notion de marque employeur, d'expérience collaborateur, c'est comme ça qu'on garde les gens aussi. Pour pas qu'ils partent au bout de 18 mois, il faut qu'ils aient le sentiment que dans notre boîte, dans cette boîte, le manager, il n'est pas là pour évaluer ma performance, mais il est là pour révéler mes compétences, les faire grandir et créer les conditions de ma motivation. Et c'est pour moi la clé. Et je crois profondément, c'est une croyance très, très ancrée chez moi, que les entreprises qui réussiront demain, ce seront celles qui ont fait ce virage du recrutement par la compétence et du management par la compétence. Et ce qui veut dire, il y a un grand challenge, c'est d'acculturer les comités de direction à ça, parce que dans notre pyramide des âges, on a aussi des comités de direction qui sont peut-être un peu à l'écart de ces réflexions et qui sont aussi dans des vieilles postures, ils sont aussi dans des postures qui sont plus adaptées à ça. Donc, pas de futurologie, mais apprendre aux managers à gérer l'imprévisibilité. Et pour ça, il faut faire émerger, révéler les compétences. C'est mon point de vue. Mais comment Yann, tu peux nous donner des exemples? Alors, je ne vais pas être très… il faut acculturer, c'est-à-dire… alors, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être du co-développement managérial, ça peut être des webinaires, ça peut être des choses comme on fait aujourd'hui. C'est de la formation, former les managers au management par les compétences. Ça passe vraiment par ça. Après, le vœu pieux, ça serait de dire il faut remettre ces sujets dans les formations des étudiants, hein. Les étudiants aujourd'hui, ils sont peu acculturés à cette notion de compétences et il se trouve que j'interviens à l'IAE de Lyon ou à Egencia, et quand je commence à parler de compétences avec des candidats de demain, des gens qui sont en alternance, ça leur est quand même assez abstrait tout ça. Donc c'est vrai que remettre la compétence au centre de tous les débats qui se font dans l'entreprise, pour moi, donc tu parles de comment, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ce que je note, moi, c'est que dans les entreprises, il y a une formule, on parle de coût, de qualité et de délai. Quand on délivre dans toutes les entreprises, je suis sûr que ceux qui nous écoutent, quand je leur parle de coût, qualité, délai, ça parle à tout le monde, c'est une aberration parce qu'on ne parle jamais de compétences. Donc déjà, si dans tous les comités de direction, si chaque manager parlait de coût, de qualité, de délai et de compétences, il résoudrait peut-être un peu son problème. Remettre les compétences comme une clé essentielle de la performance. Alors que là, d'ailleurs, quand vous faites les entretiens annuels, on ne parle jamais de compétences, souvent on parle de coût, de combien et pas de comment. Donc pour moi, le comment, c'est que dans les formations, dans les rituels managériaux, on remette le sujet de l'apprendre à apprendre, qu'est-ce que tu as appris ce mois-ci, qu'est-ce que tu peux transmettre à tes collègues, c'est l'entreprise apprenante, etc. Ça nécessite aujourd'hui vraiment que les comités de direction se remettent à réfléchir à tout ça ou se mettent, attention, je ne dis pas que personne ne le fait. Voilà. Donc c'est très basique, mais l'information, l'acculturation et la formation, c'est le comment je ferais si j'avais une baguette magique. J'espère que je réponds à la question. Mais… Oui. On l'a déjà dit, mais c'est ne pas faire de l'annonce le premier réflexe quand on a un besoin d'évolution. Et alors, ça peut paraître là aussi très surprenant ou autre, mais quand on rédige un besoin, généralement, on fait une liste de bullet points en disant j'ai besoin de ça, 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 ça. Est-ce que vous l'avez ? Et on ne va pas se mentir, quand on a 1000 candidats, s'il y a 7,5 critères sur 8, on dit non, je vais chercher pour en avoir 8 sur 8. Il m'est arrivé, alors c'est forcément, c'est pas duplicable dans toutes les organisations du jour au lendemain, mais si on dit à un manager quelle est la situation de l'entreprise et vers où elle doit aller, et si on explique ça à un candidat en disant voilà, moi aujourd'hui, dans mon site de production, dans mon usine, dans mon service RH, dans mon service facturation, on en est là, on veut aller là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Là, vous voyez la vraie différence entre chacun des candidats, et là, vous vous dites lui, il est juste en train de me dire que ce que je veux faire, il va y arriver et que même il va aller plus loin. Si vous menez un entretien comme ça, plutôt que de dire il parle anglais, il fait ci, il fait ça en tick box, vous apprenez déjà beaucoup sur vous, sur votre organisation. Vous apprenez sur ce qui a été fait ailleurs et qui peut être fait chez vous. Et donc, ne plus quelque part. Évidemment, vous aurez des critères. Évidemment, il y a des choses indispensables à valider. On les check. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que
voilà ma situation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Quand vous faites un processus de recrutement ou d'évolution interne de cette manière-là, souvent vous avez des bonnes surprises et vous apercevez que vous ne recrutez pas la personne que vous aviez décrit en portrait robot. Donc ça, c'est à tester sur certaines missions. Voilà, on peut pas passer de 0 à 100 sur ce modèle-là pour tout le monde, mais sur quelques postes où vous sentez que c'est possible avec quelques-uns, vous verrez à quel point ça peut amener des bonnes surprises. Et ça ancre des gens sur des projets généralement assez long terme. Et je pense qu'on diminue les taux de 50% qui disparaissent au bout de 18 mois parce que les gens s'impliquent dans un projet en sachant pourquoi ils sont là, pourquoi ils vont le faire. Voilà. Ok. Très clair. Il est temps. Juste pour compléter ce que disait peut-être Baptiste, effectivement, évidemment, je valide complètement ce que tu dis dans la prise de brief du manager qui recrute. Souvent, c'est un inventaire à la Prévert, etc. Moi, ça fait 20 ans que je forme des managers au recrutement et tous me disent l'expérience quand je recrute, c'est important. L'expérience, c'est-à-dire j'ai déjà fait. Ça veut dire surtout j'ai passé du temps à le faire. Ça ne veut pas dire je l'ai fait bien avec compétence. Ça veut dire j'ai fait longtemps les choses. Il se trouve que, et je ferai passer à Farida, donc je te ferai passer ce document aussi, quand on regarde ce qui prédit la réussite et la performance dans un poste, un des pires indicateurs, donc c'est la science qui le dit, hein, c'est pas Yann Bustos, donc c'est plutôt des gens beaucoup plus intelligents que moi déjà. La science dit l'expérience est un très 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 mauvais indicateur de réussite dans le poste. Or, la majorité des managers recruteurs, quand on leur demande de quoi tu as besoin, c'est j'ai besoin de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience en. Et ça sera un des pires. Donc, si vous le voulez bien, je ferai passer ça à Farida. Ça permettra de transmettre ce graphique avec la personne qui l'a créé. Voilà. C'est pour compléter, aller dans le sens de Baptiste. Ok, on a fait le tour de nos 3 thématiques. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas, Aurélie, si on a une question. Oui, on en a une. Tous les 3, vous pouvez compléter. On nous demande de quelles compétences vous parlez, en fait. Donc, tout ce qui a été évoqué dans cette première partie. J'en déduis qu'on parle de hard ou soft skills. Hard, les compétences métiers, soft, les compétences plus interrelationnelles, c'est bien ça. Moi, en fait, je parle de toutes, les compétences métiers et des compétences soft. Donc, je ne faisais pas compétences comportementales, donc compétences techniques, compétences comportementales, et dans les deux cas, alors évidemment, et pour rejoindre ce que disait Baptiste, parfois, on a besoin de quelqu'un qui sait faire immédiatement et tout de suite. Mais bien souvent, on ne se pose pas la question de savoir si on peut prendre quelqu'un qui sait un peu moins bien faire, parce que dans l'équipe, au sein du collectif, il y a des gens qui vont prendre en charge, qui vont monter en compétence, etc. De toute manière, au regard de tout ce qu'on s'est dit, des gens qui savent faire tout de suite maintenant ce dont j'ai besoin, il y en aura de moins en moins sur le marché, c'est démographique. Et en plus de ça, les gens qui savent faire, qui ont déjà fait, souvent, quand ils veulent changer de job, c'est pour faire autre chose, pour apprendre et pour acquérir d'autres compétences. Donc moi, à titre personnel, je parlais des compétences techniques et des compétences comportementales. Voilà. Ok. Un complément? Oui, est-ce que vous voulez compléter? Souvent dit, c'est plus facile d'acquérir une hard skills quelque part, ça se forme. Enfin, quelqu'un vient sur votre site, il regarde avec le manager, il apprend, et ça peut aller plus ou moins vite. Et ça revient à notre question de formation, je trouve, pour compléter ce point. On voit une explosion du nombre d'entreprises qui font des écoles internes ou des organismes, qui intègrent la formation au sein de leur entreprise, parce que ce sentiment d'avoir des compétences qui n'existent pas vraiment ailleurs. Pour le coup, on a aussi beaucoup de briefs, nous, en disant oui, mais moi, c'est pas pareil, je recrute que des profils très particuliers. Bon, sachez que tout le monde dit la même chose, rassurez-vous là-dessus. Mais on voit aussi que, justement, dans cette approche où j'ai besoin de ça, aujourd'hui aussi, un jeune qui sort d'école ne coche plus toutes les cases. Donc, quelqu'un qui sort d'une autre entreprise ne coche pas non plus 100% des cases la plupart du temps. Donc, il faut penser sur ces compétences-là, que les soft skills, elles peuvent être très, très intéressantes pour favoriser une capacité d'apprentissage, l'apprenance, etc., favoriser les échanges au sein de la culture d'entreprise en fonction de comment celle-ci est gérée dans les relations managériales, du travail en équipe, etc. Et la compétence technique, elle peut s'apprendre plus ou moins vite. Et donc, et le besoin des entreprises de s'adapter à former à ses propres standards,
on le voit de plus en plus, et on voit un nombre même de PME qui créent leur école interne. Donc, et pour les TPE, ça devient un défi, donc il y a des enjeux aussi là, de mutualisation potentielle à se poser, parce que voilà, des entreprises qui font les mêmes métiers vont avoir besoin d'accepter de former ensemble à certaines personnes pour que ça puisse fonctionner. Une petite précision par rapport à la première question donc, que je viens de poser, puisque c'est la même personne. Est-ce que, ce qui va confirmer un peu, est-ce que pour vous, c'est un focus sur les compétences potentielles? Alors, si je suis un peu technique, une compétence, elle est avérée, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu lieu, elle s'est déjà exprimée. Si on parle de potentiel, c'est une compétence, une capacité. Je sais faire, je peux faire. Un potentiel, c'est une capacité probable à réussir. Et effectivement, tout ce qu'on se dit là, ce qu'il va falloir de plus en plus peut-être miser sur la capacité probable à réussir, qui est donc un potentiel. C'est-à-dire, si je regarde ce que la personne a déjà fait, les pas de côté qu'elle est capable de faire, la façon dont elle est capable d'apprendre, d'interagir, et si dans notre culture managériale, on a un manager qui est un vrai activateur de compétences et développeur, alors il y aura réussite dans ce poste. D'accord. Une autre question, quel dispositif pour recruter son CV? Je ne suis pas un CV. Voilà, voilà, tout à fait, j'attendais Laurent. En fait, recruter sans CV, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en fait, recruter sans CV, ça veut dire recruter sans outils. Et recruter sans outils, c'est une aberration, puisqu'on a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments, d'informations utiles qui nous permettent d'apprécier le candidat. Donc, le principe du recrutement sans CV, il fait peur parce que ça veut dire qu'on jette par la fenêtre tout ce qui est un document de présentation du candidat, et pour autant, vous avez bien besoin de découvrir la personne avant de pouvoir la rencontrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, sur Je ne suis pas un CV? L'idée, c'est de partir des éléments factuels. Les éléments factuels, quels sont-ils? Globalement, les recruteurs regardent et examinent le CV en première instance pendant moins de 8 secondes. C'est-à-dire que pendant moins de 8 secondes, je vais me faire une photographie pour faire pile de gauche, pile de droite. Pile de gauche, ceux que je retiens et sur lesquels je vais passer un peu plus de temps dans l'expression du CV, et pile de droite, ceux que je rejette immédiatement. En 8 secondes, il y a forcément des biais qui sont conscients, inconscients, mais qui se mettent en place. Parmi lesquels des biais de discrimination, j'en parle pas, nom, prénom, localisation, genre, etc., qui sont autant d'éléments qui sont discriminants. Mais il y a aussi des biais inconscients qui sont peut-être les plus durs à déconstruire. C'est globalement, quand je regarde le CV de quelqu'un, j'ai un biais qui consiste à cibler prioritairement les personnes qui ont déjà fait le job pour lequel je recrute. Et du coup, je me mets dans cette conviction-là parce que je cherche à cocher des cases. Et quand je coche des cases, et ben, du coup, je me raccroche à ce qui passe. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, nous, par dépasser le CV dans le processus de recrutement? C'est de regarder les gens différemment et proposer une nouvelle paire de lunettes aux recruteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, proposer une nouvelle paire de lunettes? C'est que dans le CV, on a un certain nombre de choses qui créent des biais, la durée des expériences, la nature des expériences, le nom des métiers, et nous, notre idée, c'est de pouvoir projeter les candidats sous une autre forme. Et cette autre forme, c'est un principe de mots-clés. Je vais traduire leur parcours en 12 mots-clés qui sont, on parle beaucoup de la notion de compétence, mais pour moi, la notion qui est primordiale, c'est la notion d'activité. La compétence, c'est un concept flou, non partagé. La notion d'activité, c'est le seul dénominateur commun sur lequel on peut tous et tous se rattacher. Et du coup, nous, en 12 mots-clés, on essaie de traduire comment la personne a exercé son activité professionnelle au gré de ses différentes expériences perso. Puis après, l'idée, c'est de pouvoir documenter, notamment en termes de soft skills, quels sont les soft skills que cette personne a eu à mobiliser dans ses différentes expériences. Et évidemment, en termes de compétences techniques, parce qu'il y a des métiers qui nécessitent des compétences techniques, quelles sont les langues, les habilitations, les permis, les connaissances que la personne a acquises au gré de ses expériences. Et l'idée de ce CV compétences, qui est une forme d'anti-CV, mais ce CV dans le principe, puisque je me suis aperçu que Yann était un formidable latiniste, donc le CV, c'est le curriculum vitae, donc le parcours de vie. Nous, c'est un parcours de vie de compétences qui n'est pas un CV dans sa forme, mais une expression de ces compétences pour essayer d'ouvrir le champ des possibles entre les candidats et les recruteurs. C'est ça. Pour compléter, oui, c'est ça. Recruter sans CV, ce n'est pas uniquement supprimer un document, c'est aussi apprendre à lire un document sans biais cognitif, etc. Merci.
Est-ce que les phénomènes évolution chiffrée documentés aujourd'hui pour la France sont similaires pour les pays asiatiques ou américains? Je n'ai pas les chiffres sur le continent asiatique, sauf ceux du Japon où c'est la catastrophe, clairement. Je sais qu'en Europe, on est les moins pires de nos confrères européens. L'Allemagne est structurellement déjà depuis très longtemps dans cette même configuration. Et on en avait parlé en préparant. Le gouvernement de Giorgia Meloni en Italie, pas complètement à la base ouvert à l'immigration, sans faire de politique, mais qui avait quand même ouvert les vannes à 500 000 actifs hors Europe pour venir combler les déficits en Italie, et elle a donné à nouveau son aval, je crois, pour 500 000 autres post-immigration possible sur l'Italie. Donc on voit bien que c'est mondial. De toute manière, la démographie, elle est quasiment mondiale. La Chine, c'est très compliqué pour la Chine aussi. Ils prennent à bras-le-corps ce sujet de la natalité. Alors, eux, ils ont un peu plus de réservoirs malgré tout, mais sinon, je n'ai pas les chiffres très précis pour ça, mais ce n'est pas que la France. Peut-être Baptiste. C'est une vraie tendance occidentale, mais même ailleurs d'ailleurs, la natalité baisse. On part de beaucoup plus haut, mais elle baisse structurellement dans quasi tous les pays, sauf une dizaine, mais elle monte très peu dans ces dizaines. Donc oui, on a une baisse de la natalité extrêmement forte. En France, on est quand même passé à 1,54 enfants par femme l'an dernier. On se souvient souvent des chiffres positifs qu'on a donnés il y a quelques années, mais là, ça diminue tellement vite. Voilà, on est à 0,60 en Corée du Sud, donc il y a pire. Il y a donc ce sujet de la démographie qui est partout, et il y a ce sujet de la formation qui est un petit peu identique. C'est l'IA, les nouveaux modèles d'apprentissage. On a le même sujet aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. La durée de compétence d'une formation, elle est universellement plus courte. Donc les situations sont un peu identiques. Après, les cultures autour du recrutement, les façons de recruter ne le sont pas forcément, mais la majorité des grands outils, ils sont mondiaux. LinkedIn, Indeed, voilà, c'est des plateformes mondialisées qui ont créé des pratiques qu'on retrouve du coup dans la majorité des pays. Dernière question, Aurélie. Oui. Donc, on remet au goût du jour une ancienne méthode de cartographie menée en entreprise, donc la GPEC. Est-ce que ça vous paraît correspondre à ce que vous venez d'expliquer ou pas du tout? C'est juste pour faire un rapprochement par rapport à la carto. Oui et non, c'est un bon début. Savoir cartographier, quelles sont les compétences que j'ai à ma disposition. Mais au regard de ce que Baptiste vient de dire, dès lors que j'ai fait la cartographie qui m'a pris à peu près 18 mois, elle est déjà quasiment morte. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout apprendre, et ça fait partie de Changement de culture, apprendre des managers à faire évoluer ses compétences en permanence. C'est-à-dire qu'au-delà de la cartographie, c'est un bon départ. Attention, je ne voulais pas gâcher l'initiative de la personne qui pose la question, mais ça risque vite d'être incomplet parce que les compétences de demande, on ne les connaît pas. Donc, il vaut mieux changer le système plutôt que s'outiller à nouveau pour se rassurer, pour dire on essaie d'être prévisible. Donc, plutôt oui et non. Là, ça mériterait un webinaire peut-être intégral, mais pour vous dire, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour faire le lien, qui ont arrêté le plan de formation annuel où on commence à récolter en janvier-février les besoins de formation qui seront mis en œuvre 12 à 18 mois. Donc, il n'y a plus de plan de formation annuel, mais il y a des managers qui gèrent tous les mois des demandes de formation avec des budgets, avec des autorisations, et ça se fait au mois le mois dans des entretiens un peu dédiés. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui arrêtent ce plan de formation ancienne génération. Voilà. Oui, disons que le P du prévisionnel de cet acronyme, il est en tout cas beaucoup plus court qu'il l'était avant. À quel point on peut prévoir, à quelle échéance temps? Donc, c'est sans doute ça la question derrière, et à quel point il faut remettre à jour extrêmement rapidement cette cartographie. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et pour reprendre mon petit exemple de tout à l'heure, c'est avec la question qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise quand on cartographie de manière extrêmement stricte, ça veut dire qu'on est sûr de ce dont on a besoin et donc on se ferme à des possibilités d'apprendre par l'extérieur. Oui, je pense que ça reste un bon outil si on accepte de se dire qu'il est en transformation perpétuelle et qu'on ne l'ancre pas dans la durée. Parce que ça peut amener des grilles de lecture un peu nouvelles et éviter tout ce qu'on vient de décrire sur le CV. Mais voilà, il faut vraiment, à mon sens, l'adapter et accepter aussi d'être surpris sur les compétences qu'on peut avoir grâce à de l'apport extérieur. Laurent, tu voulais compléter?
Non, puisqu'il reste 40 secondes et comme ma réponse aura duré plus de 40 secondes, je vais m'abstenir. Ok, ça marche. De toute façon, ce qu'on fait avec Aurélie, c'est qu'on va reprendre, il reste encore quelques questions, on va les reprendre et vous les dispatcher, enfin vous les proposer pour qu'on puisse répondre effectivement aux questions des participants. Bon, bah, ça sera par mail, voilà, et puis après, on verra ce que cela donne. En tout cas, il me reste à vous remercier pour vos interventions. Merci pour la qualité de ces échanges. Merci à tous les participants d'être restés jusqu'au bout. Et puis, la suite au prochain épisode. Merci, au revoir. Voilà. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée.